Un an après l'attentat de Grand Bassam qui a endeuillé la nation ivoirienne, où en est-on avec les enquêtes? Selon le procureur de la République, Adou Richard, on note des avancées. Il y a eu des arrestations grâce à la collaboration entre les forces ivoiriennes, maliennes et la communauté internationale. Et on parlera du projet filets sociaux productifs, projet mis en place par le gouvernement pour aider les populations les plus pauvres des zones rurales. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. À Yamoussoukro, les préfets renforcent leurs capacités afin de mieux lutter sur les maladies tropicales négligées. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. La Côte d'Ivoire se prépare à rendre hommage demain aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. Le 13 mars 2016, vous vous souvenez, le pays essuyait sa première attaque terroriste. Un attentat perpétré sur la plage à Grand Bassam, commandité par AQMI. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées. Eh bien, un an après, le pays se souvient. Une cérémonie d'hommage et de recueillement en la mémoire des victimes de cette barbarie aura lieu demain 13 mars. Mais avant, retour sur les faits de ce dimanche noir avec Michel Digré. Moi, j'étais en chambre et puis j'ai entendu les coups de feu. Donc, j'ai mis les rideaux là. Mais je voyais rien, c'était que des coups de feu que j'entendais. Ils ont tiré sur les gens, les cadavres qui sont à la plage. Et puis on a vu plein de sang. Dimanche 13 mars 2016, peu avant 13 h, Bassam bascule dans l'horreur. Un commando terroriste de 6 individus, lourdement armés, ouvre le feu sur clients et personnel de 4 réceptifs hôteliers. La vidéo fait le tour du monde comme une traînée de poudre. L'information est relayée dans la ville, créant des scènes de panique. Des centaines de personnes tentent de quitter la zone de l'attaque, quadrillée par les forces de sécurité. J'étais avec mes amis ensemble quand on a entendu des coups de feu sporadiques. Et là, on a dû se réfugier dans notre atelier jusqu'à ce qu'on ait maintenant la route pour évacuer. La riposte des forces armées de Côte d'Ivoire ne se fait pas attendre. 3 assaillants sont neutralisés. 3 éléments des forces spéciales ivoiriennes perdent la vie au cours de l'intervention. Officiellement, l'attaque terroriste de Grand Bassam a fait au moins 15 morts parmi les civils et de nombreux blessés. Un an après ce fait tragique qui a endeuillé la nation ivoirienne, où en est-on avec les enquêtes? Selon le procureur de la République, Adou Richard, interrogé par notre reporter Gabriel Zani, on note des avancées dans l'enquête. Il y a eu des arrestations grâce à la collaboration entre les forces ivoiriennes, maliennes et la communauté internationale. La traque se poursuit contre Kounta Dalla, le principal suspect recherché de l'attaque de Grand Bassam. Voyons le point de l'enquête. Le réseau des terroristes qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire le 13 mars 2016 sur les plages de Grand Bassam est plus que jamais dans le collimateur des enquêteurs. Les victimes directes, notamment les 33 blessés et les parents des personnes qui ont perdu la vie, continuent d'espérer en la justice. Je voudrais m'incliner respectueusement sur la mémoire des morts et ensuite rendre hommage à tous les blessés, ceux qui continuent aujourd'hui de traîner les stigmates de cette attaque. C'est d'ailleurs en pensant à toutes ces personnes qui constituent pour nous une source de motivation supplémentaire que nous faisons tous les efforts pour faire avancer les enquêtes. Plusieurs personnes ont d'abord été interpellées, 16 personnes. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une trentaine de personnes interpellées, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. La justice ivoirienne est sur la piste de plusieurs personnes impliquées dans l'attaque de Grand Bassam, selon le procureur. Dès les premières heures, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a revendiqué à travers sa branche Al-Noura Mitoun et qui a désigné Kounta Dalla, qui était à Abidjan, comme le planificateur. Mais nous sommes conscients que c'est des pions qui ont été utilisés
et que les vrais organisateurs sont dans l'ombre. Pas plus tard que le week-end dernier, au niveau de Dakar, il y a eu 2 arrestations. Au Mali, il y a au moins 4 arrestations qui ont été opérées de ceux-là même qui ont tout organisé, planifié et qui ont envoyé des jeunes gens pour tirer à bout portant sur des Ivoiriens qui étaient à la plage et qui aspiraient juste à un moment de détente. Pour faire face aux urgences, les attributions des ministères de la Défense et de la Justice ont été renforcées. Une cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme a été également mise sur pied. Cette unité composée de policiers, de gendarmes et de magistrats planifie les actions préventives à toute attaque terroriste. La cellule logée au ministère de la Justice a un contact permanent avec d'autres procureurs au niveau international. Des rencontres ont eu lieu au Kenya, à Bamako et au Sénégal dans le cadre de cette enquête. À ce niveau, la collaboration de la Côte d'Ivoire avec le Mali a donné quelques résultats. Le Mali est très engagé. Les responsables de sécurité au niveau de toutes les frontières se réunissent souvent également pour échanger les informations. C'est d'ailleurs au niveau de ces échanges des informations que nous leur donnons et qui ont permis donc d'aboutir à ces prises qui sont assez importantes. Puisque aujourd'hui, c'est vraiment le Kunta Dalla qui est encore recherché. Sinon, même les autres qui n'ont pas encore été appréhendés, nous avons des informations qui nous permettront de remonter. Le terrorisme n'a pas de frontières. Les enquêteurs n'en auront pas non plus. C'est pourquoi la justice ivoirienne travaille très étroitement avec le FBI, des spécialistes allemands, français et Interpol pour dénicher les penseurs des attaques meurtrières. Mais cet effort international ne suffira pas, selon le procureur. Les populations doivent s'impliquer en dénonçant tout fait suspect. Grand Bassam, ville historique inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, a pris un grand coup, notamment au niveau économique, à la suite de cet attentat. Le tourisme étant bien entendu l'activité principale de la ville, et bien pour lui redonner un second souffle, le gouvernement avait arrêté un ensemble de mesures, dont une aide de 300 millions de francs CFA pour les hôteliers. Mais un an après, comment se portent les activités touristiques? Quel est l'état de santé de l'économie à Grand Bassam? Réponse avec Alexis Ouedraogo. Ce matin, chef Alexis est un peu en retard. Bonjour, bonjour. Dans sa petite cuisine de l'Étoile du Sud, pas le temps de traîner. Allez, Dan! Alors, vous êtes où? Il met ses troupes au travail. Pomme, tout ça à laver, carotte, tout ça à laver. Salade verte, c'est pas lavé. Si les commandes en cuisine n'affluent pas vraiment en grand nombre depuis l'attentat, le chef, lui, tient à la qualité de tous les plats qui sortent de sa cuisine. En semaine, on avait au moins 20 à 30 couverts par jour. Mais maintenant, on tourne autour de 7 couverts. La raison pour laquelle on a laissé la grande cuisine pour venir en petite cuisine. Parce que là-bas, il y a trop de charges, de gaz. Vous voyez, on travaille avec 2 feux plus une cuisinière. Or, là-bas, on travaille au moins avec au moins 4 cuisinières, 4 grandes cuisinières, au moins 3 fours, quand ça allait. Mais l'hôtel refuse de plier les chines. Il y a quelques mois, il a même accepté de prendre 4 nouvelles stagiaires à la réception. Pour le directeur Jacques Ablé, il est important, malgré les pertes, de maintenir l'espoir. C'est vrai que c'est dur pour nous. C'est vrai que, comme je dis, on n'a toujours pas les aides qu'il faut, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas permettre aux Ivoiriens des lycées, des collèges de venir faire l'information chez nous. Avant, on avait un taux d'occupation de près de 70%. Pendant les événements, on sait qu'on est descendu à 0 presque. Et là, aujourd'hui, on est entre 20 et 25. Les gens nous disent franchement, hein, ah bon, un séminaire Étoile du Sud, ça. On dit non, venez, c'est rassurant, venez. Mais les gens ont toujours cette crainte-là. Non loin, M. Ouattara est le président des hôteliers de Grand Bassam, patron du Wharf Hotel, et dresse lui aussi un bilan assez mitigé de la reprise et fait l'état des lieux du secteur. Il a fallu au moins 6 à 7 mois pour qu'il y ait un vrai redémarrage des activités. Ce qu'il aurait fallu, c'était de mettre en place une mesure d'accompagnement, notamment avec les impôts, avec les taxes, avec l'électricité, avec l'eau, tout ça. Mais malheureusement, il n'y a rien qui s'est passé de ce genre. Nous, hôteliers, nous, restaurateurs, nous sommes convaincus d'une chose. Le tourisme est le premier levier de développement d'un pays. Quand un pays a le tourisme qui est en hausse, tout est en hausse. Il était, lui, aux premières heures de l'attentat, au four et au moulin. Bonjour. Rien de particulier. Hein? Le maire, Ezalé Philippe, a veillé à la répartition du don du gouvernement estimé à 300 millions de francs CFA.
S'il reconnaît une petite reprise de la vie économique, il invite encore les entreprises et séminaristes à privilégier davantage la destination Bassam. À l'attention donc des sociétés privées et autres qui ont des séminaires ou des rencontres de toute nature, Bassam est un cadre idéal de réflexion avec plusieurs hôtels qui sont dédiés à cela. On a l'avantage avec l'autoroute de rallier Abidjan 15-20 minutes. Donc vraiment on invite également le maximum d'opérateurs économiques à utiliser Bassam comme une plaque tournante pour les séminaires, les cérémonies. On a nos artisans qui travaillent le bois, l'or, le batik. C'est made in Grand Bassam et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc là également les touristes sont invités à revenir à Bassam pour cela. Bassam est debout. Bassam attend en tout cas la Côte d'Ivoire et le monde entier. La ville historique de Grand Bassam a été frappée il y a aujourd'hui 1 an par cet attentat terroriste qui a endeuillé des familles, brisé des destins, mais surtout impacté la vie économique. Première capitale de la Côte d'Ivoire, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Bassam reste debout avec ses plages et ses infrastructures hôtelières. La ville entend demeurer incontournable pour le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Et le CCDO se souvient aussi du 13 mars 2016. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles continue d'assurer sa mission de sécurisation des personnes et des biens. Le CCDO a été créé le 11 mars 2013. Après 4 ans d'existence, donc, quel bilan tressé? Comment les populations apprécient-elles le CCDO? Que savent-elles même de ses missions? Quelles sont les missions de ce centre? Élément de réponse avec Hamza Diaby qui a effectué hier une tournée avec le CCDO dans quelques points sensibles du district d'Abidjan. Abidjan, la perle des lagunes, capitale économique de Côte d'Ivoire où il fait bon vivre et où le climat est favorable aux affaires. Pour cause, la sécurité est garantie. L'indice de sécurité dans le pays est passé, selon le président Alassane Ouattara, de 1,6 en janvier 2015 à 1,2 en décembre 2016. Une performance obtenue grâce, entre autres, au CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles. Moi, ici à Bobo-Belleville, j'étais là-bas la nuit comme ça, les petits, j'étais à quartier là-bas et ils sont assis, ils sont en train de fumer les drogues. Et puis ils sont venus les attraper devant nous tous même. Depuis qu'ils sont arrivés, on constate qu'on peut sortir n'importe quelle heure, entrer à n'importe quelle heure. Au niveau des Boaké, vous êtes sans ignorer que le braquage de motos est quasi perpétuel. Et grâce au CCDO aujourd'hui, le braquage des motos a véritablement considérablement baissé dans la région de Boaké. 11 mars 2013, 11 mars 2017, voilà 4 ans que le chef de l'État, chef suprême des armées, lançait les activités du CCDO. 4 ans après, il était important de savoir ce qui a été fait. Les missions du CCDO, nous en avons 6. La sécurisation des sites stratégiques, la participation à la lutte contre le grand banditisme, la participation à la lutte contre le terrorisme, la prévention des atteintes à la sûreté de l'État, la contribution à la gestion des grands événements et la 6e mission, la contribution à la gestion des secours d'événements calamiteux. Ce samedi, en ce jour anniversaire, le directeur général de la police nationale, par ailleurs coordonnateur du CCDO, initie une visite terrain par l'ensemble des cadres du centre de coordination de quelques sites sensibles à Abidjan et banlieue. Première destination, Abobo, centre émetteur. Ici, tout le monde est en place. Quelques minutes d'échange, tour du propriétaire et c'est le départ. La délégation est attendue à Yopougon, à la Maca, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ici également sont postés des agents CCDO. Autre commune, autre site sensible, la RTI
la maison de la télévision à Cocody. Ici, nous donnons l'information et c'est de façon ensemble que nous faisons, nous pratiquons nos exercices à chaque fois qu'il y a une situation. Il y a une parfaite synergie et un assimilé de missions s'accomplissent au quotidien sans... Puis, le cap est mis sur Grand Bassam, sur la plage, à l'hôtel Étoile du Sud, théâtre des attentats terroristes du 13 mars 2016. Là encore, la présence du CCDO rassure. Nos clients ont peur quand ils voient qu'il n'y a pas de sécurité, mais aujourd'hui, ils sont très contents, ils reviennent parce que quand ils arrivent sur le terrain, ils voient toujours que la police est là, ça les rassure déjà. Ce dimanche-là, jour de l'attaque terroriste, le CCDO avait joué un rôle important. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles a d'ailleurs fini par se définir comme un acteur essentiel dans la protection des personnes et des biens. À l'issue de cette tournée et de retour à la base, Youssouf Kouyaté est fier de ce qu'il a constaté sur le terrain. Au nom du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au nom du ministre de la Défense, du secrétaire du CNS, au nom également du chef d'état-major général des armées, du commandant supérieur de la gendarmerie, à mon nom personnel, nos encouragements et nos félicitations. Et pour le travail qui a été abattu, pour l'attitude que le CCDO a eue vis-à-vis de l'actualité du moment, et j'exhorte les cadres à continuer davantage, à mieux faire. Tenter de mieux faire, voilà ce qui motive ces éléments chaque jour sur le terrain. Les populations, elles vivent le jour et la nuit, elles vaquent tranquillement à leurs occupations en toute sécurité parce que le CCDO, depuis 4 années, veille sur elles. Voilà Hamza Diaby qui portait ce soir une double casquette, celle de journaliste et de policier, pourquoi pas. Les forces spéciales se souviennent aussi du 13 mars 2016. Des éléments de cette unité d'élite sont tombés ce dimanche noir sur le front à l'occasion de la cérémonie d'hommage en la mémoire des victimes. Les forces spéciales à Diaké affichent leur détermination à assurer leur mission de défense et de protection. Pour se rapprocher des populations, le grand commandement des forces spéciales a fait don de matériel d'entretien, des matelas et des vivres à l'hôpital général d'Adiaké et à la Pouponnière. C'est un témoignage de Mamadou Kwasi. Les forces spéciales dans le social, elles ont troqué le béret contre une casquette de solidarité, le temps d'un don. Les forces spéciales se veulent plus proches des populations. Elles offrent des dizaines de cartons de lait et de bouillie pour nourrissons, des sacs de riz et d'importants produits d'entretien hygiénique à la Pouponnière de la ville d'Adiaké. Très contente parce que le chef s'est déplacé pour venir vers nous, pour nous dire qu'il nous soutient dans le travail. Et il a pensé à nous, il a pensé à ces enfants-là. Après la Pouponnière d'Adiaké, cap sur l'hôpital général de la ville. Ici, ce sont des produits hygiéniques, des poubelles, des maquettes, des matelas que le grand commandement des forces spéciales offre gracieusement pour soutenir les actions du personnel médical. Vraiment, nous sommes heureux et nous savons que ces dons pourront être utilisés à bon escient. Le général de brigade Lassina Doumbia, chef d'état-major général adjoint des forces armées de Côte d'Ivoire, par ailleurs commandant des forces spéciales, indique que cette initiative vient renforcer les liens entre la population d'Adiaké et ses éléments. En faisant donc un don à des institutions comme l'hôpital général d'Adiaké et la pouponnière d'Adiaké, institutions qui s'occupent particulièrement des populations vulnérables et des populations en détresse, cela a un seul objectif, nous rappeler notre serment, celui qui est de protéger et de défendre la vie des populations, quel qu'en soit le prix. La population a reçu le pardon des forces spéciales, mais ces forces spéciales qui vivaient en parfaite harmonie avec cette population ont jugé bon de continuer à faire tout pour que les relations puissent revenir au beau fixe. Nous sommes d'accord de la réconciliation, on s'est réconcilié immédiatement. Ce lundi 13 mars 2017, la ville d'Adiaké va accueillir la cérémonie d'hommage à tous les morts dans les rangs des forces spéciales, des soldats tombés au champ d'honneur pour la défense des populations. Et demain, lundi 13 mars, sera un jour de recueillement en Côte d'Ivoire. Le gouvernement invite donc l'ensemble des populations à observer 1 minute de silence en la mémoire des victimes de l'attentat de Grand Bassam à partir, notez bien, de 12h45 sur tout le territoire. C'est un communiqué signé du ministère de la fonction publique.
Et ces terroristes qui sèment la mort et la terreur sont de plus en plus traqués. On l'a appris aujourd'hui au Nigeria. Un attentat suicide a été déjoué à Maiduguri, ville située dans le nord-est du pays. Selon la police nigériane, des membres de groupes d'autodéfense ont ouvert le feu sur 2 femmes kamikazes âgées d'environ 18 ans au moment où elles s'apprêtaient à activer leurs explosifs. Des vies ont pu être donc sauvées grâce à ces milices anti-Boko Haram. Le groupe terroriste Boko Haram utilise souvent des femmes pour mener des attentats à suicide et depuis 2009, ce groupe a tué 20 000 personnes et causé plus de 2 millions de déplacés. On va parler d'un sujet plus gai avec le projet Filets socio-productifs. Ce projet a été mis en place par le gouvernement ivoirien pour aider les populations les plus pauvres des zones rurales. Financé donc par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA, ce projet consiste à payer une allocation trimestrielle de 36 000 francs via transfert électronique aux ménages bénéficiaires. Et justement, les premiers bénéficiaires de la phase pilote viennent de recevoir le kit à Mans et à Odiendé. Le reportage d'Ève Bouy. Soumaro Loyi, 54 ans, marié, père de 3 enfants et handicapé, vit à Dengouin, son village situé dans la commune de Biankouman, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La vie de ce cinquantenaire rime avec les soucis quotidiens. La survie de son ménage repose essentiellement sur le gain insignifiant des petits commerces de sa femme. J'ai pitié d'elle. J'ai pitié d'elle. Moi qui devais m'occuper d'elle, finalement c'est elle qui s'occupe de moi. D'autres Passaï, chef des ménages de plus de 8 personnes, vivant aussi à Dengouin, rencontrent les mêmes difficultés. Ces 2 familles sont éligibles au programme Filets socio-productifs. Un projet qui cible les ménages pauvres ayant en leur sein un ou des enfants de moins de 15 ans et une ou des femmes enceintes. Il s'agit pour le gouvernement d'améliorer le revenu de ces personnes vulnérables du milieu rural, des zones centre, nord et ouest à travers des allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA par ménage via un compte d'argent électronique à 35 000 ménages sur la période 2017-2020. Et cela avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. La phase pilote du projet concerne 5 000 ménages. À Mans, dans la région du Tonkouy, les tout premiers bénéficiaires reçoivent leur kit des mains du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi. Nous retrouvons notre ami Soumaro Loyi, tout heureux car il vient de recevoir son kit à l'instar d'autres bénéficiaires. Une carte SIM, un téléphone portable, une carte des bénéficiaires et bien entendu le tout premier paiement. Le fonds que je viens de recevoir va me servir à m'organiser d'abord au niveau de ma famille et puis rendre un peu fructueux pour que mes enfants et moi, surtout ma femme qui fait tout pour moi, soient un peu à l'aise. J'ai mes enfants à l'école. Je peux prendre pour aller payer l'école de mes enfants. Je peux prendre pour payer manger pour mes enfants. À Odiendé, dans la région du Kabadougou, les bénéficiaires tout aussi reconnaissants promettent faire un bon usage des fonds. Quand ils tombent malades, on peut les soigner aussi, les enfants qui vont à l'école. Ça va nous aider à pouvoir gérer, bien à savoir comment gérer le peu que nous on gagne. Et le ministre Jean-Claude Kouassi de Rancherie. Et qu'ils en fassent une bonne utilisation pour sortir de l'indigence. Et que la part d'autres indigents vers laquelle nous allons partir devienne chaque fois résiduelle. Sur les 5 000 ménages bénéficiaires de la phase pilote, 3 632 sont dans le Tonkouy, 495 dans le Kabadougou et 873 dans le Gbeke. Et du côté de Yamoussoukro, les préfets renforcent leurs capacités. Ils veulent prendre part activement à la lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous partons pour le Caire en Égypte qui vient d'abriter le Salon international du bâtiment et de la construction. C'était du 9 au 11 mars dernier. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur, a présenté ses atouts et ses opportunités d'investissement. Séduit, l'Égypte compte s'engager dans les relations d'affaires avec la Côte d'Ivoire. En France, maintenant, au Salon international de l'agriculture, le ministère des Ressources animales et halieutiques était très actif. Mais quelles ont été donc les activités menées? On fait le point de la participation ivoirienne avec notre envoyé spécial à Paris, Hugues Vibli. Salon international de l'agriculture à Paris,
Des milliers de visiteurs affluent. Le docteur Traoré Moussa est le directeur du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, PADECI. Il parcourt les allées de la ferme géante en quête d'éléments pour booster son projet. Nous sommes venus ici dans le cadre du projet Une femme, 10 poules, un coq, un concept cher à monsieur le ministre Admani, qui a voulu qu'en milieu rural, chaque femme dispose de 10 poules, un coq pour démarrer son élevage et dans les conditions du milieu rural, dans les conditions familiales. De chez cet opérateur de poulets fermiers, le docteur Traoré Moussa repart satisfait. Sa préoccupation relative à l'évolution des poulets fermiers français dans l'environnement africain trouve réponse. On a déjà une expérience avec des poules pondeuses, les mêmes que les nôtres au Burkina Faso. Non, en fait, c'est pas du tout la même souche, la même race. Quand on est sur des volailles de chair, comme on voit là-bas. Nos poulets traditionnels, la ponte, une poule pond en moyenne 45 œufs par an, alors qu'ici, ils sont à 300 œufs. Ici, à 85-90 jours, les poulets ont déjà 2 kilos. Et chez nous, à 18 mois, les poulets sont encore à 1,8 kg. Comme le directeur du PADECI, spécialiste technicien et autres invités du ministère des Ressources animales et halieutiques ont mené à bien des projets au SIA. Beaucoup de gens ont promis venir sur nos stations à Abidjan pour regarder le travail que nous y faisons afin de pouvoir s'engager définitivement. Le Salon international de l'agriculture de Paris a refermé ses portes après une dizaine de jours. Et nous sommes dimanche, alors c'est l'heure de faire le point de l'actualité internationale. Qu'est-ce qui a donc marqué l'actualité dans le monde cette semaine? Réponse dans le 7 sur 7 avec Gabriel Zani. La tempête Zeus frappe de plein fouet la Bretagne en France lundi matin. La tempête qui a balayé cette région française a fait des dégâts. Plus de 600 000 foyers privés de courant, 2 personnes mortes. Quelques foyers étaient toujours privés d'électricité mardi en fin de journée. Le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été inculpé et écroué mardi pour détournement présumé de plus d'1,83 milliard de francs CFA de fonds publics. Maire de Dakar depuis 2009, il est un probable candidat à la prochaine présidentielle sénégalaise. Cet ancien ministre est aussi un dissident de la majorité au pouvoir. Ses avocats dénoncent une manœuvre politique. Un commando d'islamistes armés déguisés en médecins a attaqué mercredi un hôpital militaire dans la capitale afghane, Kaboul. Près de 40 morts et plus de 70 blessés dans cette attaque revendiquée par l'État islamique. Selon des sources officielles, la plupart des victimes, dont plus d'une trentaine de blessés, sont des patients, des médecins et des infirmiers. Au moins 7 personnes blessées ce jeudi dans une attaque à la hache à la gare de Düsseldorf, une ville du nord de l'Allemagne. Arrêté, le suspect souffre de troubles mentaux. Selon la police, l'Allemagne est sur le qui-vive en raison de la menace djihadiste. Et ce depuis l'attentat au camion bélier en décembre à Berlin, ayant fait 12 morts et revendiqué par Daesh. Après 2 mois d'absence pour des raisons médicales, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est rentré ce vendredi dans son pays. 2 mois de repos médical en Grande-Bretagne qui ont suscité des inquiétudes sur son état de santé. Muhammadu Buhari, âgé de 74 ans, a annoncé qu'il laissait les rênes du pouvoir à son vice-président pour continuer à se reposer. L'éboulement s'est produit samedi soir dans une décharge en périphérie de la capitale éthiopienne. Addis Abeba, au moins 24 personnes ont été tuées et 28 autres blessées. L'information a été donnée ce dimanche par les autorités. L'éboulement a emporté une trentaine d'habitations de fortune de personnes vivant dans la décharge. À Kébili, au sud de la Tunisie, un policier a été tué et un autre blessé dans une attaque contre une patrouille, annonce ce dimanche le ministère tunisien de l'Intérieur. Il circulait à moto et ont tiré sur un point de contrôle tenu par 3 policiers qui étaient à bord de leur véhicule. 2 des 4 djihadistes à l'origine de l'attaque ont été tués.
Voilà, ainsi va le monde. Notez avant de nous séparer que demain lundi 13 mars est un jour de recueillement en Côte d'Ivoire. Le gouvernement invite donc l'ensemble des populations à observer 1 minute de silence en la mémoire des victimes de l'attentat de Grand Bassam à partir de 12h45 sur tout le territoire. C'est un communiqué du ministère de la Fonction publique. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir.